Bonjour, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent. Comme annoncé, ce matin à UIS Web Émission, nous recevons le professeur Delva Dimanche, qui est expert en droit international des droits de l'homme, qui est aussi avocat à Expertus et aussi coordonnateur de la commission contre la maltraitance des enfants au sein de l'organisation Engageons-nous pour Haïti et de surcroît professeur d'université. Professeur Delva Dimanche, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à Tristan. C'est un plaisir de vous accueillir ici à Expertise sur l'avocat. Et en passant, j'aimerais vous féliciter pour cette initiative. Et je pense que je dois quand même dire un mot par rapport au contexte. Déjà, ça symbolise les 30 ans de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est un texte ratifié par l'État haïtien. Et surtout, moi, j'ai un intérêt marqué pour les questions liées à la protection de l'enfance. Je me rappelle déjà, j'ai commencé à faire un stage au consulat général d'Haïti à Paris, c'était sur l'adoption internationale. Donc c'est là a commencé l'intérêt véritable pour la question de la protection de l'enfance. Et puis de retour en Haïti, j'ai eu l'occasion de travailler pour plusieurs organisations internationales, pour certaines ONG, dans le domaine de la protection de l'enfant. Donc ça m'a permis à la fois de laisser le cadre théorique, mais aussi de passer dans une perspective pratique des questions liées à la protection de l'enfance en Haïti. Donc je pense que ça va être un débat très, très, très constructif et j'espère aussi que les internautes auront l'opportunité de réagir à temps et lieu aux discussions qui se feront entre eux. Vraiment, c'est pour moi une véritable opportunité de parler de tout ça et surtout l'article qui a été publié hier sur le Nouvelliste qui traite de l'applicabilité directe de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mais j'espère pendant ces échanges, on aura l'occasion d'aborder ensemble la question de l'applicabilité directe de la Convention internationale des droits de l'enfant. Applicabilité directe, ça c'est un terme assez savant, on va y revenir. Mais déjà, aujourd'hui, 30 ans après l'adoption de cette fameuse convention relative aux droits de l'enfant, ça vous dit quoi? Aujourd'hui, 20 novembre 2019, il y a 30 ans déjà que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté cette convention relative aux droits de l'enfant. Ça vous dit quoi aujourd'hui? Alors, personnellement, je pense que c'est vrai qu'il pourrait y avoir une ambiance très festive, parce que partout à travers le monde, même en Haïti, on comprend le contexte, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être prises pour commémorer cet enfant. Mais je pense que surtout, c'est l'occasion d'une réflexion critique. C'est l'occasion d'une réflexion critique, parce que lorsqu'on ratifie une convention internationale, d'une certaine manière, il y a une clause d'obligation. En quelque sorte, l'État peut se voir remettre en cause sa responsabilité internationale pour ne pas avoir respecté les droits qui sont contenus dans la Convention. C'est pour ça que je me dis que c'est peut-être l'occasion d'un regard critique, en Haïti sur les efforts qui ont été faits d'une part, mais aussi il y a beaucoup de difficultés. Et j'espère que dans cette émission, on aura l'occasion de poser certaines problématiques liées à la protection de l'enfance en Haïti. Ok, professeur Delva, on va commencer, on va bien cadrer l'émission. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes venus parler de l'application d'une convention internationale. Mais pour les internautes qui nous suivent, un traité international est adopté finalement. Il y a trois, on va dire, dans la conclusion d'un traité international, il y a trois étapes fondamentales. Il y a la signature, la négociation et la ratification. Et c'est par l'acte de ratification que l'État s'engage formellement sur le plan international. Donc, aucun État ne peut obliger un autre État. Mais par l'acte de ratification, l'État s'engage formellement. Donc, pour ce qui concerne ce traité adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1989, donc il y a 30 ans de cela déjà, l'État a signé, l'État haïtien, l'État a aussi ratifié ce traité. C'est-à-dire l'État s'engage sur le plan international, donc par devant la communauté internationale, à respecter, à mettre en œuvre les dispositions de ce traité. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, le professeur Delva a dit que l'État s'engage sur le plan international. Mais ce qu'il y a, c'est que l'État aussi s'engage à soumettre des rapports périodiques sur la mise en œuvre de cette convention. Maintenant, où en est-on dans l'application, la mise en œuvre
de cette convention. On sait aussi, professeur Delva, qu'il y a eu 3 protocoles additionnels à cette convention. Que pouvez-vous dire? Alors, il y a peut-être plusieurs questions qui ont été posées en même temps. Est-ce que je peux commencer par les protocoles particulièrement, ou bien il y a quand même plusieurs questions qui ont été posées? Oui, commençons par les protocoles. Alors, la Convention relative aux droits de l'enfant, généralement dans la Convention, parce que je dois expliquer la dynamique des protocoles additionnels. Généralement, dans une Convention internationale, c'est sûr qu'il y a des droits qui sont reconnus par les États parties. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a des aspects qui ne sont pas creusés. C'est pour ça qu'on prend au niveau international cette pratique d'adopter des protocoles additionnels qui viennent compléter certains aspects de la Convention. Mais maintenant, par rapport à la Convention relative aux droits de l'enfant, il y a eu 3 protocoles additionnels qui ont été adoptés. Il y a d'abord un protocole sur la vente des enfants, la pornographie infantile et la mise en scène des enfants sur les scènes sexuelles. Ça, c'est un premier protocole qui a été adopté. Il y a un deuxième protocole qui concerne les conflits, les enfants qui sont impliqués dans les armées, les enfants qui sont impliqués dans les conflits armés. Alors, les 2 protocoles sont des protocoles qui sont ratifiés par Haïti. Après, il y a un 3e protocole, c'est le protocole additionnel, qui permet à la fois aux États parties, mais aussi à certains individus de pouvoir porter plainte, sinon d'adresser des communications individuelles au comité des droits de l'enfant. Donc, on a 2 protocoles additionnels qui ont été ratifiés par Haïti, et puis on a le 3e protocole qui n'est pas encore ratifié. Mais sous le 3e protocole, on pourrait dire d'une certaine façon, ça pourrait constituer un problème d'accès à la justice internationale pour les enfants. Ce qui est quand même important. Oui, c'est important, mais je suis tenté de dire que ce n'est pas trop grave. Pourquoi je vais dire que ce n'est pas trop grave? Il y a d'autres possibilités de contourner le protocole additionnel, même si un État n'a pas ratifié, parce que dans le système des Nations Unies, il n'y a pas que le comité, il n'y a pas que dans la Convention relative aux droits de l'enfant qui reconnaît les droits de l'enfant. C'est-à-dire, dans le pacte international sur les droits civils et politiques, il y a des dispositions qui concernent les droits de l'enfant. Ce qui fait qu'un État, un individu peut effectivement intenter une action, voire adresser une communication individuelle par devant le comité des droits de l'enfant. Par d'autres canaux. Effectivement. Donc, ce qui fait que c'est vrai, soit a été souhaitable, soit a été mieux, effectivement, pour que l'Haïti puisse ratifier le protocole additionnel sur la communication individuelle, parce qu'effectivement, ça traite en particulier de la question des droits de l'enfant. Mais en réalité, il y a d'autres droits, il y a d'autres possibilités pour un État, ou pour un individu quelconque, de pouvoir adresser une communication individuelle par devant les autres organes des Nations Unies. OK. Mais professeur Delva, il y a aussi une philosophie dégagée dans cette convention. On parle des grands principes directeurs, comme par exemple, on retient celui de l'opinion de l'enfant, on retient le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui a été même initié par cette convention. Il y en a d'autres. Soit qu'a dit nous sur tout ça. Alors, en lisant la Convention internationale des droits de l'enfant, on peut voir qu'il y a 4 grands principes qui sont consacrés. D'abord, le premier principe, c'est le principe de la non-discrimination. Qu'est-ce que ça veut dire la non-discrimination? Dans les États partis qui ont ratifié, alors les États qui ont ratifié cette convention, les individus, voire les enfants qui se trouvent dans la juridiction de cet État, doivent pouvoir bénéficier d'un accès égal aux droits qui sont reconnus à travers cette convention. C'est-à-dire, quand je dis un accès légal, on sait en Haïti, par exemple, il y a des questions liées, on dit clairement, combien de discriminations, non seulement dans les cas familiaux, mais aussi au niveau de l'école, entre les petites filles et les garçons. Donc, en réalité, ça, c'est des questions de non-discrimination pour eux. La Convention ne permet pas ça. Depuis son immunier au sens de la Convention moins de 18 ans, bon, il est supposé qu'ils ont accès aux droits et libertés qui sont reconnus par la Convention relative aux droits de l'enfant. Et dans d'autres pays, le principe de la non-discrimination, il y a une importance capitale, surtout pour les enfants autochtones. Et il m'a rappelé, je te fais me parler dans question, pas en question, un internaute qui te dit pour ne pas oublier, Timon Otiche. Je pense que ces enfants font partie de cette catégorie. Donc, c'est le principe de la non-discrimination. C'est non-discrimination liée au sexe, liée à l'âge, race, ethnie. Bon, nous n'avons pas d'ethnie en Haïti, mais bon. Après, c'est pas forcément une convention faite pour Haïti. Il y a des aspects qui parlent de culture. Mais pour nous en Haïti, il y a des discriminations qui viennent en forme, on a dit, structurelle.
D'accord. Au niveau des écoles, pour Haïti particulièrement, pas de discrimination liée à l'origine sociale. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas tout ça. Donc, si on pratique ça en Haïti, l'État haïtien peut souvent mettre sa responsabilité en cause parce qu'il y a la violation. Le principe clé à la Convention, c'est le principe de la non-discrimination. Et le deuxième principe sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Quelle que soit une décision qui doit être prise par les autorités judiciaires, les instances administratives, les institutions de protection sociale qui évoluent dans le domaine de la protection de l'enfance, toute décision sérieuse ne suppose pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour beaucoup d'experts, ce concept intérêt supérieur de l'enfant, c'est un concept flou. Effectivement, et c'est peut-être aussi ma position parce que si vous lisez toute la législation haïtienne, à plusieurs reprises, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant a été évoquée, et même dans la loi réforme de l'adoption, c'est le maître mot de la loi réforme de l'adoption, c'est le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais malheureusement, le législateur ne donne pas de contenu à cette notion, ce qui fait qu'on est quand même dans une notion floue, une notion variable, une notion passe-partout, on peut mettre tout dans la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Ça devient comme un concept fourre-tout. C'est comme un concept fourre-tout. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est quand on dit intérêt supérieur de l'enfant, c'est, comme je disais tout à l'heure, toutes les décisions qui doivent être prises par les autorités judiciaires dans le cadre d'un procès quelconque, cela doit se faire en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais toujours, on revient au même problème. Il n'y a pas de contenu, on ne sait pas que c'est effectivement ce que ça veut dire, l'intérêt supérieur de l'enfant. Il n'y a pas de contenu. Je suis tenté de dire, c'est peut-être la protection, la décision doit d'abord viser la protection de l'enfant, et beaucoup plus à le protéger qu'à le punir. Oui, mais on pourrait tenter de dire ça, mais j'imagine, on est dans certains pays, il y a des pratiques, il y a des pratiques, il y a certaines coutumes où on pratique l'excision. On pourrait dire que est-ce que c'est des pratiques qui sont faites dans l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est pour ça que je vous dis, et j'en doute fort qu'il existe une observation générale sur ça, parce que général, le comité des droits de l'enfant adopte des observations générales qui viennent préciser le sens, le contenu de certains articles. On va certainement revenir sur le comité international des droits de l'enfant, mais continuons avec les différents. C'est ça. J'ai parlé du principe de non-discrimination, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, et comme troisième principe, c'est le principe du développement personnel de l'enfant, le droit à la survie, c'est moi, petit monde, capable de vivre dans un milieu côté que, il est capable de penser, capable de vivre. Il est capable de gagner un épanouissement à la fois physique, personnel, psychique et même intellectuel s'il le faut. Donc, côté que la vivre dans le pays, côté que il gagne des aspirations à tout le monde. Et comme dernier principe qui est vraiment important, c'est le principe de l'opinion de l'enfant. Avant de passer au principe de l'opinion de l'enfant, sociologiquement, on sait ce que ça veut dire. En Haïti, Timoun parle des grands nager. C'est comme s'il n'a pas son mot à dire. On va y revenir. Mais avant, certains parlent de droit. On revient là au troisième principe, le droit à la survie. Et d'autres ajoutent droit à la vie et droit au développement. Mais pourquoi parle-t-on de survie dans la Convention? Est-ce que ça ne peut pas équivoque? Alors, on pourrait dire de préférence, ça correspond à un concept, généralement les droits de l'homme aiment utiliser, c'est le droit à un niveau de vie suffisant. C'est de pouvoir vivre dans la société, peut-être que si maintenant il est capable de non seulement recevoir une éducation des parents, mais aussi des conditions mentales qui permettent de ça. Et épanoui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le citoyen, Simone de la France aujourd'hui, c'est le citoyen de demain. C'est là que par exemple. Donc c'est l'avenir des sociétés. L'enfant, c'est l'avenir des sociétés. C'est un peu ce qu'on pourrait voir comme le principe du développement personnel, voir l'épanouissement personnel de l'enfant. Et puis, comme dernier principe, c'est le principe de l'opinion de l'enfant. Donc, Timounio, il y a droit pour gagner opinion. Il y a droit pour gagner opinion. Mais attends, souvent en Haïti, des intellectuels qui parlent, ils disent, mais en Haïti, il y a un problème, c'est que tout un chacun prétend pouvoir avoir une opinion. C'est-à-dire, ils remettent en cause la capacité des citoyens, parce que peut-être non formés, parce que peut-être non surdiplômés, d'avoir une opinion. Mais là, vous êtes en train de nous dire que même les enfants, ils ont le droit à une opinion. Alors, petite précision. Voilà comment il faut prendre le droit pour l'enfant de participer aux décisions qui concernent les familles. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, on va prendre une décision pour lui. Non, c'est vrai que c'est pour lui, c'est vrai que c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, mais aussi on doit savoir consulter l'enfant, demander à l'enfant ce qu'il pense de cette décision.
Et ça me fait revenir au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est vrai, généralement, et j'ai même assisté, j'ai même plusieurs arrêts de la Cour de cassation sur des questions de contention, de pension alimentaire et de l'enfant, où le juge se dit statuer en faveur de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais maintenant, c'est comment le juge arrive à c'est-à-dire, au niveau jurisprudentiel, on reprend. Bien sûr, on reprend ce principe sans toutefois, de toute façon, faire appel à la Convention. On aura l'occasion de revenir sur ça parce que le juge haïtien, il est plutôt marqué par ce qu'on considère comme un nationalisme juridique. Généralement, il privilégie le droit interne sur le droit international. Donc, c'était une petite parenthèse. Alors, pour revenir, c'est que généralement, il y a certains arrêts de la Cour de cassation où le juge décide en faveur de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais maintenant, c'est comment est-ce que le juge arrive à savoir que dans ce cas, c'est intérêt supérieur qui est au-delà de l'enfant. Est-ce que c'est son imaginaire? Donc, c'est pour dire que l'enfant n'a jamais été sollicité pour effectivement savoir si ça me pensait de tout ça. Mais peut-être si difficulté qui t'a bien avec un tel principe, c'est à quel âge, hein? À quel âge je suis capable effectivement de prendre en compte l'opinion qui nous donne, la décision que la concerne. C'est vrai, je crois qu'il y a la loi du 15 août 2013 qui réforme l'adoption, qui traitait aspect ça. Mais là, on n'est pas encore au niveau de la justice, c'est plutôt au niveau du droit social. Lorsque mon est aussi à l'adoption, il doit effectivement demander si mais sinon, au niveau judiciaire, on n'est pas encore là. Donc, petit résumé, on a, en lisant la Convention, il y a censé 4 grands principes qui sont consacrés. Le principe de la non-discrimination, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la survie, à la vie et le développement personnel de l'enfant, on pourrait dire le droit à l'épanouissement personnel de l'enfant, et puis comme dernier principe, c'est l'opinion personnelle de l'enfant. Il y a certains auteurs qui ajoutent le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, on ne va pas mettre ça parmi les principes qui sont reconnus par la Convention. C'est plutôt un droit fondamental, c'est plutôt un droit substantiel, au même titre que le droit à la santé, le droit pour l'enfant de bénéficier d'une éducation de qualité. C'est plutôt des droits. Ça fait partie des droits de la deuxième génération que la Constitution consacre déjà. D'accord. On ne va pas considérer le droit à l'éducation comme étant un principe consacré par la Convention. De toute façon, ce n'est pas ce que dit la jurisprudence du Comité des droits de l'enfant. Dans la jurisprudence du Comité des droits de l'enfant, généralement, on reconnaît quatre grands principes. Le droit à l'éducation est plutôt considéré comme étant un droit substantiel, voire un droit fondamental. Professeur Delva, on va certainement continuer exclusivement cette émission en créole, même si bon, je sais que c'est difficile parfois de ne pas passer du français, du créole au français. Parce que nous avons touché le plus de monde possible qui a regardé nous sur Facebook. Je veux dire, nous connaissons plus de monde sur les réseaux sociaux. Ça fait nous utiliser des méthodes pour nous véhiculer et vulgariser le droit. On va parler certainement du comité des droits de l'enfant. Mais avant, nous venons dans ça, nous allons parler de différents principes philosophiques qui animaient, inspiraient convention. Mais bon journaliste qui se demandait matin dans une interview, mais est-ce que Pilti Mouni ou dans la rue en Haïti, qui a suivi machine, qui n'a gang, est-ce que tout le monde a eu des droits? Donc, par rapport à tout ça, là, qui sont un peu. Alors, c'est quand même assez simple de répondre à cette question. On l'a bien dit tout à l'heure, en considérant les quatre principes, il y a le principe de la non-discrimination. C'est-à-dire que convention ça, droit ça qui est reconnu, c'est des droits qui sont reconnus à tout le monde, indépendamment de sexe, d'origine, de situation sociale. Donc théoriquement, c'est le petit monde qui a droit. Bien sûr. D'accord. Théoriquement, il y a droit. Nous, ça avec le professeur Delva. Mais si théoriquement, il y a droit, parce que l'État, aucun État, sur le plan théorique, sur le plan juridique, ne peut obliger un autre État en vertu du principe de l'égalité souveraine des États. Donc, un État choisit de s'obliger lui-même par l'acte de ratification solennellement par devant la communauté internationale. Et automatiquement, l'État a ratifié un traité international, ben, ça fait partie automatique de législation la CANU et nous avons des obligations pour nous remplir par rapport à ça. Ben, donc, c'est clair, c'est dit. Maintenant, sur le plan théorique, nous avons des droits. Finalement, sur le plan pratique, qui ça l'État fait en termes d'adoption d'instruments juridiques sur le plan national pour mettre en œuvre convention ça, ou bien sur le plan institutionnel, qui ça l'État fait comme démarche pour mettre en œuvre convention? Alors, si on regarde
les efforts législatifs majeurs qui ont été opérés en Haïti depuis la ratification de cette convention par l'État haïtien, je pense que d'un point de vue législatif, il y a des efforts considérables qui étaient faits. Et ceci, donc, c'est passé en revue de quelques textes que l'État haïtien a adoptés depuis que, on a dit, sous 10 dernières années. Si nous apprenons, c'est-à-dire dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention, il y a tout un effort d'adaptation du droit haïtien à la Convention internationale de l'accès des droits de l'enfant. Alors, si nous prenons, par exemple, il y a un texte qui a été adopté en 2011 qui traitait de châtiment corporel. Il y a un autre texte qui est adopté en 2002, je crois. C'est sur des mauvais traitements, des châtiments corporels, des traitements inhumains et dégradants que les gens sont capables de subir. Et c'est quand même une disposition législative qui répond à l'article 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant qui traitait de l'État prend des mesures pour capable et empêcher à ce que les connaissent toute forme de brutalité physique pour pas victime de mauvais traitements au niveau interne. Et un deuxième texte qui est assez important que vous devez considérer, c'est la loi réformant l'adoption en Haïti. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'adoption en soi... C'est relativement récent. Oui, c'est relativement récent. Et l'adoption en soi, c'est l'une des principes qui domine les conventions relatives aux droits de l'enfant. C'est les articles 20 et 21 de la Convention, c'est le caractère subsidiaire de l'adoption. C'est-à-dire, dans un pays timounant, il faut chercher au niveau national toute possibilité qui gagne pour capable de placer timounant dans la famille ou sinon trouver des mesures de protection publique. On peut recourir à l'adoption internationale notamment, c'est si pas de possibilité pour placer timounant au niveau national. Et comme deuxième principe... Le caractère subsidiaire de l'adoption. C'est ça, ça veut dire. C'est-à-dire, le plus possible, qu'un timounant dans le milieu familial. Effectivement, dans le milieu familial. Et si jamais, parce qu'il y a des choses qui arrivent et que si ça est arrivé sorti de cadre familial, donc l'État a quelques pouvoirs pour prendre des mesures de placement pour les métiers timouniaux. Et il y a une approche très innovante qui est développée par certaines ONG, c'est ce qu'on appelle les familles d'accueil, qui permet surtout, c'est des barrières qui valables pour les enfants en conflit avec la loi, pour apprendre, placer timouniaux dans des familles d'accueil. Mais nous avons une possibilité de nous revenir sur ça. On va retrouver sur le texte de loi. Alors, nous devons partir de principes qui évoquent dans la Convention pour nous trouver à quoi est-ce que cette loi qui a été adoptée a pu servir effectivement. À part le principe de subsidiarité de l'adoption, c'est le principe que nous considérons derrière, c'est le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Avec la loi de 2013 qui a été adoptée qui vient de réformer l'adoption, on a complètement changé le paysage juridique haïtien. On a changé le système parce qu'au départ, l'adoption en Haïti était surtout régie par le décret du 4 avril 1974. Et c'était un décret qui n'était pas suffisamment adapté aux nouvelles réalités de l'adoption internationale parce que les conditions d'adoptabilité des enfants n'étaient pas définies. L'adoption, c'était seulement l'adoption simple qui était permise. Alors, dans la pratique, on sait, les enfants étaient adoptés en forme simple. Et puis, quand les parents arrivent à l'étranger, il y a cette reconversion de l'adoption simple en adoption plénière. Et puis, il n'y avait pas forcément une institution centrale qui est là pour contrôler les professeurs d'Elva. Ou trop bagaille dit, pour le grand public capteur de nous, c'est pas seulement un public de juristes, d'étudiants en droit. Là où habite une typologie de l'adoption, on parle de l'adoption simple et l'adoption plénière. Ça veut dire qui ça? Alors, la différence, c'est que lorsqu'on fait un enfant a été adopté en adoption simple, c'est que ça il toujours conservé ses liens biologiques dans le parent peut être sorti, même si il vient devenu sous patrimoine de notre parent. C'est-à-dire c'est une question de filiation. Il toujours qu'il y ait sa filiation d'origine. Pour le cas haïtien, même si le parent mourit, il a toujours capable de effectivement. Ce qui est différent pour l'adoption plénière, c'est la rupture totale des liens biologiques. C'est comme un enfant qui est devenu l'enfant d'une autre personne. Il est toujours l'adoption plénière est consacrée, la rupture totale des liens biologiques. Et par rapport à cette typologie de l'adoption, maintenant, dans le contexte haïtien, sous l'égide du décret du 4 juillet 1974, c'était seulement l'adoption plénière qui était reconnue. Alors que l'adoption internationale en soi, elle est toujours plénière. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on fait des adoptions simples en Haïti, et puis ça arrive à l'international de reconvertir en adoption internationale. Et puis, comme la dernière précision que je vais côté, c'est que nous pas forcément il y a une institution centrale en matière de protection, en matière d'adoption internationale. Donc, lorsque Haïti ratifie la Convention de la Haye de 1993 sur la protection des droits de l'enfant
et la coopération en matière d'adoption internationale. Donc, c'est-à-dire, réforme interne qui fait là, définit son influence convention qu'on ratifie, mais en réalité, la convention relative aux droits de l'enfant a déjà posé des bases pour ça. Donc, la nouvelle loi, particulièrement, lui, comptait ça déclarer en sécurisation du processus d'adoption. Désormais, on ne peut pas décider de façon personnelle ou aller par devant l'institut de l'aide sociale pour dire que je veux adopter un enfant, je veux voir un enfant. Il revient à l'institution de déterminer les critères d'adoptabilité de l'enfant. Et pour les adoptions internationales, la question a été totalement institutionnalisée. Un individu ne peut pas se présenter par devant l'institut de l'aide sociale. Donc la question a été sécurisée et ça répond effectivement à deux principes. C'est d'abord le principe de subsidiarité de l'adoption. La loi dit clairement, d'abord, il faut regarder au niveau interne s'il y a des possibilités pour intégrer Timouna et qu'on peut venir avec l'adoption en second. Et comme deuxième principe, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant parce que les parents, adoption, c'est pas situation de pauvreté parents qui définit et pour adopter un Timoun, mais c'est plutôt intérêt Timoun. Est-ce que c'est la meilleure décision qui doit être prise pour l'enfant? Et puis, si on passe en revue après la loi réforme d'adoption, il y a la loi sur la traite des personnes. Non, avant la loi sur la traite des personnes, la traite des personnes qui aujourd'hui très en vogue, en pile institution a parlé de ça, que ce soit au niveau international ou au niveau régional. Mais en nous retourner sur la question d'adoption. Donc, en un mot, on peut dire que cette fameuse loi dont vous parlez sur l'adoption offre un meilleur encadrement de l'adoption. Effectivement, c'est un meilleur encadrement. Un mot très intéressant que je suis utilisé, c'est la sécurisation du processus d'adoption. Parce qu'en réalité, autrefois, il y avait surtout un aspect mercantile de l'adoption. C'était plus une question d'argent. Et désolé pour les collègues avocats, et l'adoption se fait, et puis après, l'enfant qui arrive à l'étranger, on s'en fout pas mal de son évolution dans cette nouvelle société. Avec cette nouvelle loi, il y a aussi un suivi d'adoption qui a été institutionnalisé. C'est très concret. Il y a un pile d'amis américains qui plaignent avec souvent le fait que c'est souvent des missionnaires de l'église protestante qui plaignaient du fait que Kounia est difficile pour adopter Timon et ils triste ou dans quelles conditions Timon à vivre. Bon là, on prête de bonnes intentions, ok. Et ils estimé que de bonne foi, ils ont aimé aider Timon, mais Kounia est plus difficile. Et il y a une famille qui plaint de ça, qui pensait son manque d'opportunité pour petit. Soit pensez. Alors rapidement, ce que fait la loi de 2013, c'est un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme parce que le motif que nous avons adopté a changé de là. Parce qu'on ne peut pas contenter d'adopter un Timoun, et puis après ça, lorsque l'adoption se fait, Timoun s'arrive dans un pays côté que il va évoluer dans un milieu nouveau, au milieu parental. Effectivement, ça peut arriver que dans le premier moment, il y a un souci d'intégration, mais généralement, Timoun s'arrive traversé par une sorte de métamorphose. C'est comme si on prend un courant alternatif d'un coup. Donc, volonté qui te gagne pour t'intégrer quand les parents ça, et puis lorsque vous vous trouvez dans la société à l'école, il y a des regards discriminants qui après dans la vidéo. Donc maintenant, il y a le retour aux origines, de souhaiter envie, connaître, ratio, côté ressorti, parce qu'il y a ce qu'on appelle la reconstitution de leur identité. C'est ça, le dernier article publié sur l'adoption en Haïti, c'est une des inconvénients que l'on a créé lorsque les Timoun qui étaient adoptés avant loi ça te prend, mais maintenant, loi ça n'est pas traité situation. Alors, pour revenir sur la question, c'est qu'il y a un changement de paradigme. Missionnaire n'a pas qu'à avoir intérêt. Institution n'a pas qu'à avoir intérêt, mais il faut d'abord voir l'intérêt de l'enfant. Lorsqu'on s'y nous adopté et qu'on confie là aux parents, surtout dans le cadre de l'adoption plénière, ce n'est pas autre chose. C'est un Timoun qui a évolué dans un contexte social, dans un environnement qui est différent. Donc, forcément, il a fait face à des problèmes. Et ce que fait la loi. Permettez-moi de faire l'avocat du diable. Missionnaires, ça on a parlé, ils ont estimé que Timounio a vivre dans la classe, ils n'ont pas qu'à l'école, ils n'ont pas qu'à manger, parents n'ont pas même qu'à manger. Ils ont dit ok, nous avons un petit cop pour chaque mois, mais Timoun a dormi dans caille qui barre avec carton, qui barre avec sac. Ils disent mais Timoun n'a pas qu'à évoluer dans un environnement comme ça. Ils disent si nous prenons Timoun ça, il t'a l'école, il a des possibilités pour un métier, il a un petit cop à la famille. Il était qu'à vivre n'importe qui bagaille dans le pays côté là.
Donc, ce n'est pas nécessairement intérêt par eux. Alors, si n'a pas été de bonnes intentions, ok? Donc, il y aurait intérêt, mais on dit, mais loi, les vignes, on dit, genre, trop rigide. Alors, c'est vrai que la loi est assez rigide, mais j'aime dire là, on va utiliser le terme rigide, là, c'est plutôt en sécurisation du processus d'adoption en Haïti. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas de façon improvisée qui fait qu'il va adopter la loi, c'est parce que au niveau international, il y a un changement qui fait et qu'en Haïti, il y a un bel pratique qui fait dans l'Haïti sur l'adoption. Parfois, ce n'est pas que m'attaquer personnellement les missionnaires, mais on cache toujours derrière cette raison humanitaire pour venir adopter les enfants, mais après, ce n'est pas toujours le cas. Il y a toujours une main cachée, et je ne sais pas si tu te rappelles de l'affaire de l'âge de Noé. Donc, ils sont comme ça qui étaient produits en Afrique avec un objet humanitaire qui a publié dans le domaine. Bien sûr. En réalité, ça permet d'une certaine façon de lutter contre ces mauvaises pratiques. Donc, la procédure a été d'une certaine façon sécurisée. Et ça liait tout avec l'autre loi où vous voulez parler sur la traite. Alors, effectivement. Parce qu'une fois, effectivement. Et en Haïti, à l'époque, tu gagné un certain vide juridique parce qu'on sait qu'il y a un principe de droit pénal, c'est le principe de la légalité de la peine. C'est-à-dire, beaucoup souvent, nous, forcément, il faut prévoir cette infraction dans le droit pénal. Et à l'époque, on n'avait pas forcément une législation particulière qui traitait des questions de traite et de trafic d'enfants. Donc, cette loi vient effectivement poser les bases. Et désormais, je crois qu'il y avait un cas, je crois que ce cas a été défendu par le cabinet Florent à l'époque. Il y a un groupe de missionnaires qui ont été croisés sous frontière-là avec un paquet de simulants dans ces frontières-là. Mais ce qui arrive, c'est que on ne peut pas faire un procès de tension. De toute façon, à l'époque, pas forcément il y a un cadre réglementaire qui décrit ça. Et les missionnaires ont été élargis parce qu'il n'y a pas un droit spécial qui traite de cette question. Et puis, pas de crime, pas de peine sans loi. Effectivement, c'est le principe de la légalité criminelle, comme on dit. Et comme un texte vraiment important que nous devons considérer, c'est la loi sur la maternité, la paternité et la filiation. Donc, ça va être dans le code civil. Et effectivement, cette ça, loi... militant de féminisation. Effectivement, mais il faut comprendre que cette loi vient répondre à un principe clé de la Convention, c'est le principe de la non-discrimination. D'accord? Donc, c'est-à-dire, si mon peu on a fait victime de comme ça, mais c'est pas si mon qui est supposé subir les conséquences. Et parce qu'on dit, si mon qui consume un mariage, il y a plus de droits par rapport avec un enfant qui fait des enfants. Et maintenant, avec cette nouvelle loi, on met fin à cette catégorisation. Effectivement, on met fin à cette catégorisation. Il y a aussi, on est capable de faire une action en paternité. Donc, c'est mon principe dans le code civil là qui dit que, donc, si nous et enfant qui conçu dans le mariage, il gagne pour parents qui ont le problème là, mais aujourd'hui, il peut faire une action en désarrêt de paternité. C'est une phase qu'on sait effectivement, avec le test ADN, le paternité, la fait par pouvoir et on peut contraindre le... Professeur Delvanda m'a dit ça en créole. Parce que quand pile jeune garçon, parfois même grand monde qui a pensé petit monde, jeune petit monde, et puis après, il a couru à le faire, il n'a pas de responsabilité. Parce que il y a un objectif, web émission, ça, talk show, ça en a fait sur la vulgarisation du droit, c'est pour conscientiser nous, c'est pour apporter le droit dans la caillou. D'accord? Et parce que les médias traditionnels, ils ont absorber trop de les questions politiques, de politique aérienne. Là, nous connaissons plein de monde sur les réseaux sociaux, donc pour nous toucher, nous avons dit ça en créole. Donc, qui ça arrive aux jeunes garçons qui font petit monde et puis la gueule sous la maman qui pas faire. Alors, je reprends en créole. Sous l'égide, sous impulsion Convention relative aux droits de l'enfant, qui reconnaît le principe de la non-discrimination, désormais, un petit monde, que ce soit ces petits mondes de Holté, que ce soit ces teams mondantés, la refuse de même droit avec tout team. Il n'y a pas de question de team effectivement, et l'enfant, au même titre que les parents aussi, sont capables de faire une action en prochaine de paternité pour connaître qui est-ce qui va pas. Et si il y a un monde qui est aussi ciblé, capable de faire un test ADN normalement pour ça. Et si papa refuse de faire, il est capable de contraindre le commissaire du gouvernement à ce pouvoir de pouvoir contraindre le père de l'enfant à faire le test. En plus, voir son casse-tête pour mesdames, pas nécessairement capable de jouer non papa pour petit plan, pas un premier papa pas prendre, laisse à mesdames, donc désormais, mesdames, il n'y a pas sans recours encore. Et il y a un aspect très important qu'il faut considérer dans cette loi, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a un problème de moyens parce que les tests ADN, des trucs comme ça, mais dans la loi, on
on essaie de mettre sur place un fonds pour pouvoir traiter toutes ces difficultés. Après, on pourrait dire que c'est peut-être pas effectif, c'est peut-être que textuel, mais en réalité, ça existe dans cette loi. Il y a un fonds qui est créé pour permettre à ce que nous ne pas quelle possibilité aient accès à un tel test. Bon, je ne vais pas paraître trop dur avec monsieur qui a fait petit et qui a pris pas de responsabilité. Il faut que nous connaissions une responsabilité partagée, mesdames et nous-mêmes, éviter de tomber enceinte dans n'importe quelle condition, les qu'on n'est pas prêt tout. Parce qu'il faut nous sortir dans chaîne mentalité ça qui voulait faire quoi que les deux mondes ont fait un garçon, mais têtes ensemble, nous font petit monde, puis ces garçons uniquement préoccupés. C'est deux mondes, nous deux qui ont co-responsabilité envers petit monde et nous pas prêts pour nous faire petit monde, nous pas faire petit monde. Ça tout est très très important pour nous dire tout à la décharge. Alors, dans ma réponse, je tentais de répondre peut-être à premier volet questions qui parlait de l'effort législatif que nous rappelez, il y a deux textes forcément qui traitaient de châtiment corporel sous traitement humain, il y a un texte qui traitait de réforme de l'adoption, il y a un texte sur filiation, et puis il y a un texte sur la traite des personnes. Mais c'est plutôt des efforts législatifs. Mais dans l'article 4 de la Convention, à part les efforts législatifs qui sont supposés faire, mais aussi il faut des efforts administratifs, voire des efforts institutionnels. Très bien. Parlant d'efforts institutionnels, nous allons venir sur ça, mais mon dernier texte qui est très intéressant pour moi, c'est la loi de 2001, je crois, de 2001 ou de 2002, condamnant les punitions corporelles à l'égard des enfants. Donc, en Haïti, il y a une loi qui interdit moun puni ti moun dans l'école. Mais même dans l'école nationale, dans les familles, ils continuent à punir. Donc là, on sait que les textes existent maintenant, désormais, on sait qu'il y a eu tout un travail de réforme qui a été fait, mais maintenant, c'est peut-être l'opportunité pour cette émission de se faire valoir, hein, en faisant tout un campagne de sensibilisation sur les droits de l'enfant, sur les textes qui existent. Hein. Parfois, ce n'est pas que par un texte, le texte existe, mais après, c'est mis en œuvre. Mais en réalité, il existe un texte comme ça, qui est capable effectivement de permettre de poursuivre un monde qui a donné à des pratiques, on dit qu'à soumettre à des traitements dégradants qui sont compromettants pour sa dignité en tant que telle. En Haïti, il y a une loi qui interdit que bail ti moun châtiment corporel. Calé ti moun ou pas de droit calé ti moun. Châtiment corporel, c'est le premier texte. Il y a un deuxième texte qui a été adopté, c'est sur les traitements haineux, dégradants et les traitements cruels. Cruels contre les enfants. Ce qu'il y a, c'est que l'État, pour montrer nous là, fait un pile effort sur le plan juridique, sur le plan en termes d'adoption de loi, de textes de loi dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention. L'État, il fait des efforts institutionnels, la fin sur efforts institutionnels, ça. Mais bon, l'autre travail qu'il faut faire dans la société, c'est au niveau sociologique, en termes de l'évolution des mentalités. C'est-à-dire, c'est un combat à un triple niveau, à mener à un triple niveau. Il faut que l'État lui-même prenne des instruments, ce que l'État a commencé à faire. Il prend des mesures institutionnelles pour faciliter la mise en œuvre de ces instruments juridiques, mais il faut tout au niveau des organisations de la société civile. Engagement par exemple, dont tu es le coordonnateur de la commission contre la maltraitance des enfants, ben, nous véhiculer suffisamment ces textes de loi, de sorte que nous faisons connaître à famille qu'il n'y a pas de droit qualité. Ça, il faut faire évoluer la mentalité, parce que sinon, on aura de très beaux textes juridiques, on aura des institutions, mais toi, Timounio, n'a toujours pas respecté. Parce qu'au niveau psychologique, mentalement, sociologiquement, nous ne pouvons pas accepter l'idée que nous n'avons pas de droit qualité. Professeur Delva, quand on me dit ça, dans l'autre question. On va tenter de faire peut-être, pour le monde ça intéressé, faire une recherche sur droits de l'enfant et pratiques culturelles en Haïti. Hein. C'est peut-être un débat qui est très intéressant. À part les droits de l'enfant, mais aussi il y a des pratiques. Non, mais bon, l'autre question qui est intéressée, au-delà de ça, nous dit là, nous rappeler que nous n'avons pas de droit qualité, parce que la loi interdit ça en Haïti. Mais, bon, l'autre bagaille, est-ce que, pour n'aller plus fort dans le débat, est-ce que, du point de vue sociologique, ben, texte a eu par une déconnexion à la réalité sociétale. C'est-à-dire, il y a des parents très éduqués qui continuent, et d'ailleurs, même au niveau des écoles, ils continuent à fouetter Timouni. Alors que on connaît sciemment ça n'a dit à là. Est-ce que pas un problème quelque part? Est-ce que nos parents sont rentrés à prendre des textes que les pays occidentaux parfois proposent nous, sollicitent nous, sans que pas en accord, en adéquation? Je pense que c'est peut-être
pas trop mon point de vue. C'est vrai que limite, ça m'a dit, c'est que je ne vais pas m'aventurer sur le terrain sociologique, je ne vais pas m'aventurer sur le terrain de ça. Mais alors, d'une part, dans une certaine mesure, plus ou moins d'accord avant, il y a quelqu'un qui a fait un travail. Moi, je pose des questions. Il y a un homme qui fait un travail, c'est quelqu'un qui a fait une thèse en sociologie. À l'époque, j'étais étudiant à l'université catholique de Lyon, sur un concept relais, vide domégo. C'est-à-dire, c'est sorti de démarche conventionnelle, côté que l'UNICEF a promouvoir convention à déposer un paquet d'argent, dépenser de l'argent pour millions, et puis par exemple, il y a un respect effectif de droit. Donc, nous se permettre à travers nous sur ça, et le droit qui est reconnu à travers la convention qui a atterri, c'est des barres qui fait comme des familiales, des protections qui sont accordées, et dans le cadre intermédiaire. C'est une approche pour ça qui est développée, mais comme je te dis, je ne vais pas trop m'aventurer sur le terrain sociologique que je ne connais pas personnellement. Mais, pour moi, dit, on m'a fait trop d'accord avec l'approche droit. À travers les réformes législatives qui ont été opérées pendant ces 10 dernières années, je pense qu'il y a une garantie suffisante en termes de protection de l'enfance qui va un minimum de protection à cible. Quand on voit la loi sur la réforme de l'adoption, qui interdit des mauvaises pratiques, qui sécurise le processus d'adoption, l'autre loi sur le site état sous châtiment corporel, traitement inhumain et dégradant, loi sur la traite des personnes, rendez-moi forçage, que ce soit réalité sociologique ou pas, c'est des valeurs que nous entendons nous suivre. Est-ce que c'est des valeurs que nous entendons nous suivre vrai? Parce qu'il y en a un texte, mais c'est un peu partout, nous avons subi maltraitance. Est-ce que nous vraiment, sur le plan sociologique, nous entendons nous suivre? Est-ce que c'est un problème de vulgarisation? Mais si nous entendons comprendre point de vue là, c'est-à-dire, d'un point de vue sociologique, on saurait tenter à légitimer cette pratique. Je n'aimais pas un point de vue. Je fais un questionnement. Je me demande, est-ce qu'on ne va pas souvent trop vite en besogne en ratifiant quasiment tous les traités, particulièrement celui-là? Est-ce que tu as un effort de communication, de vulgarisation suffisamment qui t'est fait pour que, avant même que nous ratifions? Parce que ce qu'il y a, c'est que loi est faite pour société et pas l'inverse. C'est-à-dire, nous pas qu'à juste rentrer dans adopter texte, nous signer, nous négocier, nous signer, nous ratifier, pendant que rester une déconnexion entre façon société à fonctionner et texte nous. Parce que pas oublier que texte nous est fait pour respecter, il n'est pas fait pour violer. Et l'État, elle finit ratifier encore. C'est de rassurer qu'il y a des mesures d'accompagnement qui vont nous faire. Je comprends ton point de vue et je pense que pour moi, plus ou moins répondre à la question ça, on t'a sorti pas sorti de droit de la façon totalement, aller dans le droit des traités. En Haïti, ce qui arrive, suivant les gens de conclure traités internationaux, on sait qu'il y a une répartition des compétences entre le Parlement qui doit ratifier et le pouvoir exécutif particulièrement le président de la République, on met devant la scène qui négocie et qui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la population sont exclues totalement de ce processus d'adoption des traités internationaux. Ce qui est possible dans certains pays comme la France, il y a des possibilités pour qu'on soit capable de consulter la population par voie référendaire sur des traités qui concernaient les populations. Bon, ça, nous ne va pas rentrer là-dedans. C'est pour dire parce que là, nous presque arrivés à terme de l'émission, nous voulons nous sortir de ça, pour aborder quelques points rapidement. Mais il y a, on ne pas penser tout à fait que la population sortie là-dedans, parce que quand même, le président, c'est représentant direct de la population, parce que le vote du suffrage universel direct, parlementaire et tout. Et en plus, bon bagage que répété souvent en Haïti, que le référendum est interdit par la Constitution, c'est faux. C'est le référendum constituant qui est interdit par la Constitution. La Constitution est claire là-dessus. Il est interdit d'adopter de référendum pour réviser la Constitution. C'est-à-dire c'est le référendum constituant, mais rien n'interdit les référendums en Haïti. Alors, uniquement le référendum petit bémol, c'est peut-être une tendance qui est surtout adoptée dans la Constitution contemporaine. En matière de conclusion des traités, on sait pouvoir consulter les populations civiles, surtout si ça a traité au niveau international, son droit qui concerne. Sauf que moi, ce que je suis en train de dire, c'est que n'y a rien qui empêche que pour terminer, c'est consulter la population. Oui,
pas grand qui on t'a dit ça, pas grand qui empêche ça, mais là, je parle des clauses constitutionnelles. Des clauses constitutionnelles côté que clairement on dit si le président de la République est capable de s'y traiter, Parlement a compétence pas, mais il y a des questions que le président est capable, on dit ça expression que le président est capable de consulter les populations. Mais ce n'est pas interdit en Haïti, il y a le référendum constituant qui est éternel. Le professeur Delvan a fait débat ça. Vous avez parlé du comité des droits de l'enfant. Qui ça, comité droits de l'enfant, les pouvoirs, tout ça? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quand même une question qui révélait de système de traité des Nations Unies. Pour chaque convention catégorielle qui existait, il y a un organe qui est là pour le surveiller, applicabilité, sinon application, ça qui tient de la convention au niveau interne. C'est une façon pour faire que lorsqu'on est à engagement pour prendre une parité, l'être humain. Donc au niveau international, on a censé presque 10 organes de traité, dont on a le comité des droits de l'enfant. Donc ce que fait le comité des droits de l'enfant, déjà, à travers la Convention relative des droits de l'enfant, le comité a été institué par l'article 42 ou 43, je crois. Donc ça, je dois vérifier après. Donc, et le comité a été institué par, la Convention a institué un comité des droits de l'enfant. Ce que fait ce comité, c'est un organe de contrôle et de surveillance des droits et des libertés qui sont reconnues à travers la Convention. Donc, ce qui fait que lorsqu'un État prend engagement ou ratifie une convention au niveau international, tout n'est pas fini. Très bien. Tout n'est pas fini, il faut donner. Donc, on vigile. Qui l'a. Le comité international de l'enfant a contrôlé mise en œuvre convention. Et comment cela se fait? Lorsque l'État ratifie la convention, dans les 2 années qui suivent l'entrée en vigueur de la convention, l'État qui ratifie la convention, il est supposé soumettre un rapport initial. Et puis dans un second temps, tous les 5 ans, l'État est supposé soumettre un rapport périodique sur l'effort qu'il fait au niveau interne pour mettre en application. Donc l'État, périodiquement, nous fait un rapport pour dire mais qui va avancer dans 4 mises en œuvre. Dans un premier temps, il y a un rapport initial qui est soumis. C'est 2e année qui suit, dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur de la convention. Et puis après, tous les 5 ans, il y a un rapport périodique qui va être par l'État. Si nous prenons Haïti a ratifié la convention le 23 décembre 1994. Combien de rapports Haïti va sous la dynamique? Avant de venir à l'émission, on va chercher sur net là, dernier rapport Haïti, sur ça, on va pas finir. Alors, on va essayer. Bon question autour de problème de disponibilité de la documentation en Haïti. C'est un problème au niveau de la société civile, citoyens, et matin, on a dit ça sur une station de radio. Désormais, le véritable contre-pouvoir au pouvoir exécutif, c'est plus le Parlement. D'ailleurs, en cas de fait majoritaire, c'est-à-dire lorsqu'il y a coïncidence entre les majorités présidentielles et parlementaires, le Parlement n'a pas joué le rôle de contre-pouvoir. C'est surtout en cas de cohabitation, nos modèles de régime paraît pas loin que le Parlement joue le rôle de contre-pouvoir. C'est surtout dans la dynamique, dans la logique de la gouvernance des organisations structurées de la société civile qui jouent le rôle de vigile, qui fait l'État fait travailler. C'est anormal, c'est inconcevable, c'est inacceptable que l'État pas mette documentation disponible pour citoyens. D'ailleurs, nous songez qu'on leur bon sénateur, et pas songer qui sénateur qui tape, c'est un sénateur ancien député de Pétionville qui tape Steven Benoît, qui t'a dit la presse nationale, fort de son statut de sénateur, l'a demandé un exemplaire, un numéro de moniteur et le pas de joindre, alors que le sorti. Donc, ne parlons pas pour un simple citoyen. C'est anormal, nous ne pouvons pas accepter ça, que l'État haïtien pas mettre documentation disponible suffisamment. On comprend que le professeur Destin a beaucoup de revendications à faire passer. Et moi aussi, je suis passé par là parce que je me rappelle une fois pour des besoins d'enseignement et aussi pour des questions de recherche parce que on travaille sur des articles. Et pour l'instant, je travaille sur un article relatif aux traités en forme simplifiée en droit haïtien. Donc, parfois, on a besoin des documents. Dans les soucis ministériels, on voit des photos. Professeur Delva, c'est un pays côté que les textes officiels, comme sont dit moniteur de journal officiel, c'est payé pour payer. Ou abonné dans le journal officiel, il y a des numéros spéciaux. Et là, où du numéro spéciaux, c'est au plus important parce que c'est des textes de loi ou besoin pour travail. Mais textes de loi, tous les petits Albert dans le cabinet avocat, c'est pas normal. Alors que la loi doit être vulgarisée. Si là en Haïti, si vous montez sur Légifrance, mais il y a accès à
à tout instrument juridique en France. Donc, c'est pas normal que un citoyen dans le pays de la caille, même besoin de texte de loi, c'est payer pour payer. Même les abonnés, on dit qu'on va pas pour ces numéros spéciaux qui sont très importants pour moi. Donc, c'est pas normal, il faut dénoncer ça. Alors, pour fermer la parenthèse, comme je t'ai dit mon expérience, pour des besoins d'enseignement, j'ai été au ministère des Affaires étrangères parce qu'on était besoin qu'on ait une liste traitée que Haïti ratifie en tant que tel. Alors, c'est pas qu'à cacher comme ça. Pas de secret dans ça, cacher les liste traitée que Haïti ratifie parce que on sait, lorsque l'Assemblée générale ratifie un traité libre à l'exécutif doit publier ça dans le journal officiel de l'État. Donc, par conséquent, c'est un texte disponible qui est mis dans la Constitution. Et le journal doit être accessible gratuitement. Le journal officiel doit être accessible gratuitement à tous les citoyens. J'ai été au ministère des Affaires étrangères. Ah ben, j'ai eu l'avis au final. Désolé pour les collègues, les amis du ministère des Affaires étrangères. On m'a dit, monsieur, au final, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas communiquer des documents officiels du ministère. Il faut écrire une lettre. Ça relève du secret défense. Ça relève du secret défense. Alors, pour eux, c'était une plaisanterie, ça n'a rien à voir au secret défense. Ça n'a rien à voir au secret défense. C'est un problème très important. Alors, pour revenir au contrôle effectué par le Comité des droits de l'enfant, pour contrôler l'effort que l'État a fait pour mettre en œuvre les conventions. J'en ai dit là, je me rappelle qu'il est censé deux types de rapports. Un rapport initial que l'État supposé soumettre après 2 ans de convention en vigueur, et puis un rapport community. Si nous prenons le contexte haïtien, on sait que Haïti a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant le 23 décembre 1994. Le premier rapport a été soumis en 2000. Le rapport initial. Le rapport initial, rappel des 10, c'est 2 ans après l'entrée en vigueur que l'État a supposé soumettre le rapport initial. Haïti a soumis son rapport initial au Comité des droits de l'enfant en 2012, c'est son premier rapport initial. Et en 2013, Haïti soumet 2e et 3e rapport périodique. Vous imaginez, ça a pris comme ça vient corroborer ça me dit tout à l'heure. C'est-à-dire, au niveau de la société civile, manquer des organisations structurées pour faire l'État respecter l'engagement vis-à-vis des enfants. On prend sur le plan international, c'est-à-dire vis-à-vis de la communauté internationale, ben, à l'égard des enfants. Oui, mais c'est vrai, on comprend qu'il y a certaines difficultés parfois d'ordre logistique, des difficultés en matière de ressources humaines pour avancer sur tout ça, parce que ce n'est pas qu'on soit arrêté pour le comité en convention, parce que le comité lui-même adopte des directives. Il dit, ce n'est pas j'en voulais pour rédiger le rapport, mais mettre des directives, des marches à suivre, des lignes directrices pour la rédaction des rapports, et puis parfois il y a des questions politiques, surtout en 2004, rappelons, des contextes politiques assez difficiles, donc ce qui fait que Haïti pas à jour dans telle dynamique. Voilà. Mais sauf que nous avons dit, parce que nous avons parlé de droit Timoun, question 2004, c'est crise politique. Ben, ça va garder Timoun. C'est même aujourd'hui là, crise politique a fait entre différents camps, et puis Timoun a été coincé la caillou. Ce que je viens de dénoncer d'ailleurs dans une émission et que nous avons profité là pour nous dire, c'est pas normal. Même dans les pays en guerre, il faut qu'on dise ça à la population en capitaine. Il y a ce qu'on appelle le droit de la guerre. Même lorsqu'on pays en guerre, Timoun civil en général, il n'y a pas de attaquer. Si le monde doit continuer à l'école. C'est anormal que la société accepte que l'école puisse fermer ses portes, que l'université ferme ses portes pendant 3 mois. C'est inacceptable. Nous devons dénoncer ça comme citoyens et nous devons révolter contre ça. C'est pas normal. Car si Haïti est un pays sous-développé, il y a une bagarre qui fait sous-développé, c'est parce que nous avons l'école sous-développée, c'est parce que nous avons l'université sous-développée. Parce que le développement viendra de l'école, le développement viendra de l'université. Donc, nous ne pouvons pas accepter, c'est parce que tout simplement, c'est inacceptable. Alors, on comprend que le professeur a beaucoup de choses à faire passer. Moi, je vais revenir sur la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors, nous avons parlé de comment est-ce que le comité en fait. Et donc, nous avons parlé de rapport qui a été. Non, au chef de pas mais nous tourner sur le comité encore. D'accord, pour finir le comité des droits de l'enfant, comment est-ce que le comité a déjà, parce que les barrières fondamentales qu'on pas dit sur le comité. Non, sauf que nous avons toujours tourné dans les détails. Par contre, nous avons le acquis à cheval. Haïti a un problème. Nous voyons que la convention priorisait plus pour que Timounio était dans le milieu familial, d'accord, le milieu naturel, le cocon familial, parce que suivant une baquette études sociologiques, psychologiques, il y aurait que particulièrement avec les psychologues de l'enfant, il y aurait que Timounio est bien développé, ou bien
épanoui, leur été dans le milieu familial. En Haïti, nous avons plusieurs phénomènes. Le phénomène de la domesticité, par exemple, qui sont le cas type par rapport à ça. Et bon, l'autre phénomène encore en Haïti, c'est le phénomène de l'émigration, des parents vers des pays comme les États-Unis, le Canada, et à ce moment, ils ont été famille explosée qui sont actifs par rapport à tout ça. Alors, sous question, ouais, c'est des questions croisées, famille, Timoun, et je pense que les ministères sectoriels qui interviennent dans différents domaines. Mais sous question de nécessité, de façon très succincte, on me dit que je pense que nous avons pas ça encore. En 2000, Phénomène Estabec en 2019 en Haïti. Phénomène Estabec Oui, en 2019 en Haïti. Nous n'avons pas de chiffres sur ça. Bon, là encore, c'est ça qu'on a parlé là. Nous n'avons pas de chiffres très fiables sur le niveau de domesticité en Haïti. Est-ce que ça a augmenté? Est-ce que ça a diminué? Nous n'avons pas qu'à parler à partir de rien. Donc, nous avons des données pour nous capables de faire des analyses. Okay? Et c'est là encore qu'on a critiqué l'État qui ne suit pas suffisamment fait le travail. Mais juridiquement, c'est des pratiques qui sont capables de fort pour de pas l'état de texte qui existait sous question de châtiment corporel, sous traitement inhumain et dégradant pour capable d'expliquer avec continu. Donc, un parent qui a donné la telle pratique, capable effectivement connaît que lui traîner par devant la justice. Mais Delva, nous allons finir avec Talk Show parce que le sens est arrivé. Mais ce qu'il y a, nous avons regardé nous autres là. Nous même pas une question sur l'applicabilité directe. On a venu sur question, dernier article que vous publiez dans le Nouvel Islam, mais on a quitté comme on cerise sur le gâteau. Ok? Ce qu'il y a, c'est que si nous regardons nous, parents regardent nous, qui tendent, il n'y a pas de droit à les petits parce que la loi en Haïti interdit ça, qui tendent que Haïti ait ratifié la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui fait que Timounio, mon paquet, alors droit renforcé. Mais ils continuent à bon Timoun dans la rue. Ils ont même participé dans le phénomène de gangstérisation. D'accord? Timounio dans le gang, Timounio dans tout ça pas bon. Timounio a subi maltraitance, malgré tout, malgré les institutions qui mettaient en place pour protéger Timounio, tant que bien-être social, tant que l'autre qui l'a protégé Timounio. Mais nous continuons à Timoun qui a subi maltraitance. Finalement, qui garantit réel que l'État offre, société en général offre pour Timounio pour éviter que subi maltraitance. Malgré tout ça, nous avons dit. Qui garantit réel que l'État, d'abord, c'est-à-dire qui garantit juridictionnelle que vous gagnez, d'accord, et qui d'autres formes de garantie que Timounio gagne pour éviter que vous subi maltraitance. Alors, et pour épanouir pleinement. On a dit pour garantie juridictionnelle. C'est qu'il y a un peu plus fort. On connaît que gagner des tribunaux de droit commun qui là, donc si on a besoin d'interaction par rapport à la justice, donc c'est peut-être pas ce niveau. Alors, il y a un point que nous devons soulever sur l'aspect ça, surtout qu'en France, c'est traitement judiciaire que il n'y a pas été en Haïti. Ça veut dire. Est-ce que Timounio, c'est des objets de droit ou bien est-ce que Timounio, c'est des sujets de droit? Moi, débat ça, même si le débat ça trop savant pour nous aborder, il y a des experts qui avançaient que convention déjà, ils permettent le passage de l'enfant objet de droit à l'enfant sujet de droit, et particulièrement avec le dernier protocole additionnel. Mais je ne vais pas aimer nous trop rentrer dans le débat ça parce que c'est un débat qui est assez savant. Et si nous avons expert ça, non, c'est parce que tu as parlé de qui garantie juridictionnelle. Non, on a parlé pour la protection de l'enfance en général. Ce n'est pas nécessairement Timoun en tant qu'individu, mais nous sommes capables de son représentant, par exemple. OK? Donc, c'est ça, on a parlé pour Timoun. C'est-à-dire, finalité de toute base, c'est qui ça? C'est que nous avons de Timoun qui protégés et de Timoun qui pas maltraité, qui pas exposé à la maltraitance. De sorte que Timoun est capable d'épanouir et société est capable de gagner un meilleur avenir. Car les enfants, l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. C'est l'avenir de la société. C'est de ça qu'il s'agit, au final. Et malgré toute avancée ça a Haïti fait, et m'a rappelé pour auditeurs, téléspectateurs, internautes, que même en France, jusqu'à tout récemment, il y a eu encore ce qu'on appelle un droit de correction. Et
parents français ont caché derrière ce fameux droit de correction pour avoir des fessées à Timounio. D'accord? Mais en Haïti, ça fait longtemps, nous-mêmes, sur le plan juridique, nous passons. Il y a une démarche qui est plutôt utilisée dans certains autres pays. C'est qu'ils ont créé, ça me déclaré, une autorité administrative indépendante qui évolue dans tel domaine, sur telle question, qui permet à ce qu'un Timon de ces processus soit capable, effectivement, d'être en action. Mais généralement, ces autorités administratives indépendantes, ce n'est pas des autorités, ce n'est pas des instances juridictionnelles là qu'on fait des recommandations. En Haïti, on sait qu'on a l'Office de la protection des citoyens. Dans la loi 2012 qui était votée, qui réforme l'institution, il y a traité de questions civiles, mais en réalité, ce n'est pas une institution qui est là pour la protection de l'enfance. Hein. Il y a aussi l'institution. Spécifiquement, on va dire. Spécifiquement. Donc, mais, les enfants constituent une catégorie vulnérable, une catégorie à part, à apprendre. Là, on n'est pas encore arrivé à ce niveau, côté que nous voyons, ça me déclarer un défenseur de l'enfance, comme cela existe dans d'autres pays. Donc, nous gagnons comme société garantie intérêt supérieur Timounio plus. On prend quelques questions de quelques internautes. On a commencé par on remarque ou bien en question de maître Hans. Nous saluons tout internaute qui a écouté nous là. Nous saluons tout maître Hans qui a suivi nous, Hans Joseph, qui demande nous, sachant que le juge interne, c'est lui qui doit rendre vivant le droit de la Convention, quel est donc l'effort de la mise en œuvre observée dans la jurisprudence haïtienne? C'est-à-dire, qui est fort au niveau prétorien, qui est fort, qui observe en termes de développement de la jurisprudence à ce niveau? Alors, ça c'est quand même une question très savante hein, sur les efforts jurisprudentiels qu'il fait, de façon à ce qu'il est capable de mettre en œuvre Convention. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Haïti, de façon générale, les juges, lorsqu'ils prennent des décisions, que ça aurait surtout attaché à un nationalisme juridique. Ça veut dire que même si le a traité devant eux, il y a une convention qui est beaucoup plus pertinente par rapport à elle, le censé généralement toujours référé au droit national. Est-ce que c'est pas un problème d'information ou de formation? Parce que ce qu'il y a, c'est que les conventions automatiquement nous ratifiées, eux, font partie intégrante de la législation nationale. Nous. Alors, c'est ce que dit la Constitution. Moi, dans ma démarche, ce que je fais, je ne pas parler de jugeons sans pour autant, c'est pas un regard jurisprudentiel qui permet de parler. Donc, je me permets d'émettre une hypothèse sur que le juge pas comme convention, parce que au sein de la justice haïtienne, les magistrats, je pense, qui sont très formés, d'une nouvelle génération, donc là, totalement difficile pour penser que le juge Saharion n'a pas maîtrisé certaines conventions internationales. Et je sais qu'il y a certains magistrats qui ont fait des études spécialisées en droit de l'homme et parfois qui ont participé dans des formations continues qu'ils ont fait au niveau international. C'est pas ce que je pense. C'est plutôt une méthode, selon moi. Une méthode, côté que le juge-là, il réfère au droit national, donc c'est-à-dire qu'il a accordé une certaine primauté au droit national que le droit international. Donc, moi-même, j'ai que je ne pas m'inviter là-dedans, je m'adhère totalement à point de vue ça pour émettre, et c'est tant mieux que nous, dynamique ça a évolué dans le système judiciaire noir, de plus en plus de jeunes juges très bien formés, qui sont formés à la fois en Haïti, en Europe et dans d'autres pays. Donc, c'est très, très bien. Et en pile là-dedans, c'est des amis comme qu'on est, c'est des anciens étudiants qu'on est, c'est très bien. Par contre, l'autre bagaille qui gagne, est-ce que finalement, on peut perdre alors, c'est application prétorienne. Convention relative de l'enfant en Haïti, est-ce que le juge nous il tenu compte de ça lorsqu'il a pris les alors, je souhaitais d'abord dire, considérer de façon générale, comment est-ce que le juge dans des démarches lorsqu'il a décidé sur un cas, même si tu as un aspect de droit de l'homme, même si tu as un aspect qui gagne des conventions internationales qui est beaucoup plus pertinent par rapport à KFTA, mais il y a plus une certaine aversion pour le droit international. Il y a plus envie de considérer le droit national en tant que tel. Non, oui, excusez-moi, mais ça me déplaît, excusez-moi, ça me déplaît tout à l'heure, c'est que moi, je voulais éviter le risque pour nous opposer ces traités qui sont ratifiés par Haïti et d'une part, mettez en côté et puis mettez le droit national de l'autre côté. Parce que ces traités, une fois ratifiés, fait partie de la législation haïtienne. C'est ça. Nous connaissons un débat juridique de très haut niveau sur ça. Là, maintenant, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est l'effet direct. C'est-à-dire, même si l'État ratifie une convention. La venue sous question d'applicabilité. Tout ça, mais une question posée, c'est surtout qui a un rapport avec l'office du juge.
l'office du juge, c'est-à-dire même l'État ratifié, mais le juge aussi, il y a un marge de manœuvre, un agent qui n'a pas apprécié pour capacité d'appréciation. Pour retourner sur la question maintenant, on dit dans un premier temps, il y a un certain nationalisme juridique qui dégage les cas du jeu parce que la prise en cas d'espèce est beaucoup plus référée au droit national, même si italien, en convention internationale qui est censée paraître beaucoup plus pertinente par rapport à ça que la traité. Et ceci est prouvé à partir d'une réflexion que nous faisons sur la convention relative aux droits de l'enfant, la jurisprudence de la Cour de cassation sur plusieurs arrêts qui ont été rendus en matière de garde d'enfants et de protection et de créance et de pension alimentaire. Le juge là, ce que fait le juge, à plusieurs reprises, le juge se réfère aux principes qui sont consacrés par la Convention, sans pourtant mentionner la Convention en tant que telle. C'est-à-dire le juge, dans un arrêt de la Cour de cassation, le juge reconnaît le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, et c'est sur la base de ce principe que le juge attribue confère l'enfant. Sauf que nous avons toujours fait un débat sur ce fameux concept de nationalisme. Oui. Mais pour finir, c'est que juridique. C'est que le juge-là, ce qu'il y a, c'est que nous rencontrons l'heure, ok, à n'importe quel moment la vidéo a campé, nous rencontrons l'heure, ok. Ce qu'il y a, c'est que nous avons l'autre débat sur le nationalisme juridique là, mais ça me dit tout simplement, ma problème si juge là implicitement dans car ça a soulevé, il va prendre en compte convention puisque si il sans le citer nommément, mais il serait le juge ne pas citer convention en soi, et ceci est tellement vrai, il référait la disposition code civil là, article 290, loi sur pension alimentaire là, qui ça loi fait, il a accordé au juge des référés pour appréciation souveraine dans la matière, alors que c'est peut-être des dispositions qui sont censées subsidiaires à ça juge la traité. Je trouve que le concept nationalisme juridique est fort. Le professeur Elva nous avons un bel débat sur ça parce que nous parlons tout faire le procès des juges. Ça, c'est pas ça. Troisième, ça me tend dit tout de même. Il y a quelques aspects de la jurisprudence haïtienne côté que juge qui forcément pas concerne les droits de l'enfant en tant que tel, c'est des jurisprudences côté que le juge immobilisé, peut-être malement, immobiliser certaines conventions internationales, sinon quand l'arrêt de la Cour d'appel de Port-au-Prince sous le procès de Duvalier, côté que le juge là prend le plaisir pour se référer au statut de Rome, qui n'est pas ratifié par Haïti déjà, et puis il même référé au statut de Montréal qui était ratifié statut de Rome qui concernait la Cour pénale internationale. Voilà, c'est ça. Donc il y a des dispositions comme ça, côté que le juge là, il réfère à certaines conventions internationales. Mais on va dire dans sa démarche dominante, généralement, il y a une certaine primauté du droit national sur le droit international. Il y a une autre question de maître Edwin Pierre. J'ai une question. Pourquoi y a-t-il cette prolifération d'enfants de rue en Haïti malgré les nombreux textes juridiques relatifs à la protection de l'enfance? Donc, ça me dit là de façon très succincte. Et ça nous a pile texte à eux et puis nous avons pile Timothée dans la rue. Donc voilà, une question de. Oui, mais est-ce que moi, juriste, je peux. Est-ce que je suis capable de peut-être révéler tout ça, mais je pense des questions institutionnelles, parce qu'il y a l'Institut de l'aide sociale qui évoluait dans le domaine ça, qui supposait adopter des politiques spéciales pour familles, pour femmes, mais aussi pour tout le monde. D'accord? Donc, il faut un rôle très important dans la question ça. Donc, c'est des questions de défaillance institutionnelle, et puis, pas forcément dit de mon lieu de juriste, hein. Donc, chercher pour moi ce qui fait qu'il y a un pile de monde dans la rue. Donc, c'est pas mon terrain. Donc, sauf que nous ne sommes pas que juristes. D'accord, c'est pas trop bien. Et ce qu'il y a, c'est que nous ne pas qu'à fermer notre jurisme héritant, même si nous respectons les positions, c'est que en tant que citoyens, nous avons un engagement politique pour nous prendre. Il n'est pas tout à fait normal pour nous arrêter la guerre toute bagaille sous responsabilité de l'État. Et ça m'a répété en Haïti, tant que nous avons une société civile moribonde, parce qu'il y a très peu d'organisations qui structurent la donne institutionnellement, ben, l'État a toujours pas respecté l'engagement vis-à-vis des enfants, entre autres. Il faut que nous ayons une société civile qui est forte, avec des institutions là-dedans, des organisations qui sont résumées à un monde, deux mondes, des institutions des organisations qui sont vraiment institutionnalisées, structurées, et dans tous les domaines,
qui, pour forcer l'État, prend responsabilité. Je dis, c'est comme ça fonctionnait un peu partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle la dynamique de la gouvernance. Dans la gouvernance, il y a une multiplicité d'acteurs, il y a une multiplicité de légitimités qui participaient dans la fabrication des décisions publiques et qui forçaient tout, l'État prend responsabilité. Moi, personnellement, quand je suis dans les rues, je vois les enfants. Un peu plus fort. Alors, on a intérêt pour droits de l'enfant, que ce soit pour l'enfance, mais quand je suis dans les rues, je regarde les enfants et de plus en plus, il y a plus, moi, je n'ai pas les mots. Ouais, c'est très épeurant. Et je tiens à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, professeur Delva, quand je vois les enfants dans les rues, et j'imagine combien de temps, si me dit comme ça, l'État a réussi à prendre devant le comité des droits de l'enfant, que l'État a un rapport sur les questions comme ça, mais je me demande comment ils font. Et il n'a pas parlé de Timoun, professeur Delva, moi-même avant. Il y a 20 ans de cela, c'est Timoun Noté. D'accord? Tout le monde qui a regardé nous là, c'est Timoun Noté. D'accord? Donc, là, on dit Timoun Yo, c'est un monde, mais c'est appelé la société. Donc, c'est pas un fin mot, c'est pas une parole en l'air. Donc, il faut que si son pays n'a construit, il faut que nous prenions Timoun Yo très au sérieux. Il faut que nous protégions Timoun. Et là, ma province, c'est sympathie. Tout le monde qui a subi violence, je dis là, particulièrement. Profiter de la Journée internationale des droits de l'enfant. Et pour nous rappeler toute société qui n'a pas de droit à faire maltraitance. Effectivement, ce que je voulais dire rapidement, c'est que si nous disons comme demain citoyenneté, donc ça répond à un principe convention, c'est pas une nationale de l'enfant. Ils ont une possibilité, côté de capable de physiquement, psychiquement, émotionnellement, donc ils ont des environnements qui permettent à ce que tu ne pas basculer là. Professeur Delva, pour nous finir talk show, est-ce qu'on a résumé pour nous un peu de mots et articles pour publier justement sur cette fameuse convention hier dans le Nouvelliste, les colonnes du journal Le Nouvelliste? Alors, la première chose, c'est que la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est une convention qui est ratifiée au niveau international. Donc, pour l'instant, on a près de 196 États qui ont ratifié cette convention. La Somalie a déjà ratifié? Pas à ma connaissance. Mais c'est peut-être seulement les États-Unis et la Somalie. Yeah. Les États-Unis, pour la Somalie, je connais qu'ils ont tenté de ratifier, mais je dois vérifier parce que. Pour les États-Unis, c'est certain. Oui, c'est certain. Seul peut-être les États-Unis. Et ça dans la section d'activité pour voir l'état de ratification. Est-ce que Somalie va ratifier? Pour l'instant, à ma connaissance, je sais qu'il y a l'état de ratification, on est à 196 États qui ont ratifié la convention. Pendant on dit ça, professeur Delva, étant donné que tu as parlé de ça tout à l'heure, on t'a dit quoi, l'affaire étrangère, on a tout profité de rappeler ça, surtout pour étudiants capteurs de nous dans les relations internationales, dans le droit, sciences politiques en général. Ce qu'il y a, c'est que l'ONU, il y a une page, un site, sur l'Organisation des Nations Unies, que pour état d'avancement, la section des traités de l'ONU. Très bien, nous mettons en lien en bas vidéo ça. L'on besoin qu'on est-ce que Haïti ratifié ou pas un traité, qui pays qui ratifié, qui pays qui signé, est-ce que Haïti c'est état partie à tel traité, donc au cas où ça ou vérifier. Oui, c'est ça. Et il y a aussi pour information internationale, il y a le bureau juridique de l'Organisation des Nations Unies qui organise annuellement des formations en droit international sur le développement et la codification du droit international. Donc, j'ai participé à l'AR en 2018 à cette formation. Donc, j'invite le monde qui est intéressé à droit international pour capable de participer à telle formation, à mon avis, qui est passionnant d'intérêt. Très bien. On retourne sur l'article. Pour retourner, c'est Germain Dizillan, c'est une convention qui connaît un succès assez intéressant en termes de ratification. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré le succès ça que la convention connaît en termes de ratification, mais ça ne veut pas dire que c'est la convention la plus appliquée au niveau international parce que nous reprochons la convention des difficultés, on dit des marques de fabrique, des soucis techniques, sous genre formuler droit, sous droit des dispositions qui sont assez larges, l'État s'engage, qui est différent de l'État reconnaît. D'accord? Donc c'est tout en question de terminologie juridique et ça fait nous considérer la notion d'applicabilité directe. C'est-à-dire, mais avant d'aller dans le gros terme, ça applicabilité directe. Nous, la France, tout ratifié, mais avec des réserves.
Voilà. Avec des réserves sur la question de la diversité. Nous connaissons ça, la question de l'identité, son problème éternel. C'est de toute façon, c'est une faculté que nous accordons à l'État, qui a toujours fait partie de la convention, mais avec toujours possibilité pour émettre des réserves. Formuler des réserves. Ce qu'Haïti fait rarement. Très rarement. C'est pour ça que je pense dans le ministère des Affaires étrangères, section juridique, il faut que vraiment le travail soit intéressant parce que lorsqu'un État formule une réserve, on pas réagir, ou même pour pas formuler des réserves, donc forcément on va accepter convention en tant que tel, donc c'est capable de constituer des et ça, tout faut nous dénoncer comme citoyen, c'est parce que l'État qu'on est, il a ratifié, mais il n'y a pas d'obligation pour garantir rien. Et ça fait marcher ratifié à gauche, à droite, c'est ça, et parfois sous pression internationale de conformité, même si juridiquement nous sommes dit que aucun État ne peut obliger un autre État, en vertu du principe de l'égalité souveraine des États, mais l'État, pour l'engager tête aux concessions internationales, il faut qu'on ait tout. Ça, ou bien des obligations qui découlent automatiquement de ça, et il faut qu'on ait tout pour prendre des mesures d'accompagnement pour ça. Et c'est une pensée, c'est une variable explicative. C'est très important. Voilà. Alors, pour retourner sur l'article 1, la notion d'applicabilité, c'est-à-dire, c'est pas parce que l'État ratifie un texte international qui fait que d'un coup, que le texte est supposé applicable au niveau interne. Parce que si le texte a des prétentions que le pas gagné, donc, jugio, lorsque vous allez recevoir un texte, vous supposez, en fonction de l'ensemble de critères, pour être capable d'appliquer le texte. Et c'est ce que je veux dire, la notion d'applicabilité directe. Le texte, il est supposé appliquer directement sans que pas besoin de gagner un autre texte qui couvre une balle caractère là. C'est comme pour le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Généralement, on dit que le texte il bénéficie de l'applicabilité directe. Parce que les gens doivent formuler contenu texte, le contenu droit qui vient de la convention. On dit que c'est des dispositions qui gagnent applicabilité directe, même si il y a des difficultés pour que ça reconnaisse l'application aux États-Unis, des problèmes à toujours retourner. Sauf que en termes d'applicabilité directe, là, je peux mettre juste en parenthèse, toujours un débat sur moi-même, moi, je suis réticent par rapport à ça, parce que nous connaissons dépendant beaucoup de questions autour de formulation, de terminologie, sur le plan national à chaque fois. Est-ce qu'un texte est capable toujours de façon. Voilà comment on fait. Et ça me saute dire, moi, dit applicabilité directe, c'est que le texte-là, en soi, il y a jamais dans la donne, pas besoin qu'il y ait un autre texte qui pouvait nous dire que le texte-là est supposé applicable. Ça, c'est sur le plan formel. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait? Il y a des critères que nous mettons pour être capable de passer le texte-là dans le monde pour voir effectivement est-ce que il y a une applicabilité directe, il y a ce qu'on appelle un critère objectif. Il regardez, en dans le texte-là, dans la convention, est-ce que le droit, ça, qui formule, est-ce que le texte-là, il y a une formulation complète, précise. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un critère objectif, c'est-à-dire il a exigé à ce que le texte est supposé qu'il y ait un degré de normativité. C'est-à-dire, le texte est sans équivoque ce que j'allais formuler. Et pour étudier en particulier, on dit degré de normativité. Un degré de normativité, c'est-à-dire que le texte est formulé, il est précise et puis il est complet. Pas de doute sur ça, il est sans équivoque. De pour arriver sur lui, clair sur ça, l'État reconnaît. Qui est différent, on dit l'État s'engage. Ça, c'est le premier critère, un critère objectif. Il y a un deuxième critère, c'est un critère subjectif. C'est-à-dire, regardez le texte, est-ce qu'effectivement, il crée des droits pour ses destinataires? Donc, à l'aune de ces deux critères, on dit créer de nouveaux droits. Créer de nouveaux droits pour ses destinataires. On dit la Convention relative aux droits de l'enfant. Est-ce qu'effectivement, l'intention des parties au moment de l'élaboration de ce texte, au moment de l'adoption le 20 novembre 1989, est-ce que intention État à l'époque, c'était pour créer des droits pour les enfants en tant que tels? Donc, c'est à l'aune de ces critères, on évalue l'applicabilité directe d'une convention internationale. C'est vrai qu'il y a d'autres critères parce qu'au niveau interne, le cafouage qui fait, le tenter de temps en temps à développer des critères différents. Et parfois, nous parlons souvent de nous, par exemple aux États-Unis, on parle même d'un critère procédural. C'est-à-dire, dans le texte, on exige à ce que le texte-là, l'individu au droit, effectivement, pour aller par devant la justice, à part de critères objectifs, à part de critères subjectifs. Mais maintenant, avant de prendre Haïti, si on prend d'abord la France. En France, pour l'instant, la Convention connaît une application sélective. Parce que là, on passe de critères sérieux, critères objectifs, critères subjectifs. Le Conseil d'État, dans un premier temps,
une approche sélective, il dit, ben, pour moi, m'estimer que article 3, pour moi, il y a applicabilité directe, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, donc pas gain tout sous ça, mais il y a d'autres articles pour moi qui pas gain applicabilité directe. Mais la Cour de cassation à l'époque, la Cour de cassation était beaucoup plus réticente, voire même la Cour de cassation était une démarche très résistante. Pour lui, la Cour de cassation française a rejeté en bloc l'effet direct de la Convention relative aux droits de l'enfant avec l'arrêt justice. Donc, il dit, leur analyse à l'aune des critères, et critères objectifs, critères subjectifs, il estime que la Convention ça n'est pas gagnée en applicabilité directe. Mais maintenant, si nous prenons la situation actuelle de la Convention en France, la Cour de cassation est alliée avec la démarche du Conseil d'État. Donc, désormais, en France, on est dans une démarche sélective, voire une approche casuistique de la Convention. Donc, c'est au cas par cas, il faut appliquer le droit. Donc, Cour de cassation, il y a un arrêt. Le Conseil d'État qui est la plus haute juridiction administrative en France. Voilà. Et puis le Conseil d'État, et puis il y a la Cour de cassation française qui rejoint le Conseil d'État dans son approche. La Cour de cassation qui elle-même est la plus haute juridiction. Voilà, effectivement. Là, on est en France. C'est vrai, le Comité des droits de l'enfant critiquait la France en peut-être ça, parce qu'il estime que, parce que la peine d'éthique politique, le comité, c'est organe qui est là pour surveiller l'application. Donc, c'est pas surveiller les petits pays seulement. Non, mais capable de tous les États. C'est-à-dire la France aussi a été critiquée. depuis le manque d'engagement, dans une observation finale que le comité des droits de l'enfant a fait, la France a été vachement critiquée par le comité des droits de l'enfant. Il reprochait à ce que c'est certains articles qui gagnaient en applicabilité directe et puis d'autres pas gagnaient en tant que tel. Si on va au Canada, par exemple français, on est plutôt dans une certaine résistance. Si on va au Canada, on est plutôt dans l'accueil favorable à la Convention. Au point que la Convention est utilisée comme étant une norme supplétive. Si dans le droit interne, on a certaines dispositions qui ne sont pas claires, à l'aide de la Convention, on peut interpréter cette disposition. D'accord, on est plutôt dans une la Convention vient en appui à certaines dispositions du droit interne. Au Canada, on est plutôt favorable à un accueil favorable. On est capable de dire qu'on mise en œuvre à géométrie variable à l'échelle. Effectivement. Et si on prend le contexte haïtien, le débat, l'article, le débat, d'un point de vue constitutionnel, nous avons tenté de dire comment ça, il y a une applicabilité directe dans la mesure où toutes les formalités constitutionnelles ont été respectées et aussi les formalités institutionnelles, parce que le texte a été ratifié par le Parlement, le texte a été publié. Haïti a déposé un instrument de ratification au sein du secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, au niveau interne, les textes ont été publiés dans le journal officiel de l'ONU. Ce qui fait que, et toute procédure respectée, et le texte n'a jamais été critiqué pour des questions de ratification parfaite. Donc, toute autorité qui était supposée by signature, dans le texte, il passait tout voir ça. Et le comité des droits de l'enfant, dans sa jurisprudence, encourage à ce que les États non seulement ratifient, mais aussi de reconnaître le droit interne, d'incorporer la Convention en tant que telle. Donc ça, c'est d'un point de vue du droit constitutionnel. Mais pour l'application jurisprudentielle, ce que j'appelle un rejet camouflé, le juge, dans sa décision, qui référait à des dispositions qui sont reconnues par la Convention, sans toutefois faire appel à la Convention. Donc, tout de même, il y a une certaine hésitation, une vaste hésitation par rapport à la Convention internationale de la droits de l'enfant. Donc, c'est-à-dire, d'un point de vue constitutionnel, nous avons dit que le texte est censé appliquer parce que l'État a ratifié. Toutes les formalités constitutionnelles et institutionnelles ont été respectées. On ne peut pas critiquer la Convention pour ratification parfaite. Mais d'un point de vue jurisprudentiel, le juge haïtien, Jean-Pierre Dillard, est dominé par un certain nationalisme juridique. Généralement, dans sa démarche, il réfère à des textes nationaux au lieu de se référer aux conventions internationales. Et cela se trouve dans le contexte à côté que le juge-là, lui, considérer des principes de la convention tout en ignorant la convention. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est d'accord ou pas? Est-ce que cela ne participe pas de notre problème plus global en Haïti? Parfois, nous voyons ça avec les étudiants, même les fonds de travail académique qui ont été cités, sociaux. Est-ce que ça va d'accord? Bon, en tout cas, moi, je ne peux pas faire autrement que. On ne va pas faire pour ces juges-là. Non. Je vais me poser une dernière question, je vais faire mes émissions. C'est une question de un internaute, Alix Prévilon, qui m'a dit, mis à part le problème d'application convention gagnée en Haïti,
ou bien loi en matière de protection de l'enfance, qui l'autre inconvénient qui empêchait la réalisation des droits de l'enfant en Haïti? Quel est l'inconvénient? Moi, je pense qu'il y a un déficit institutionnel très grave. Un déficit institutionnel très grave parce que. Donc, malgré toutes les institutions, malgré tout ça, déficit institutionnel très grave et aussi parfois des difficultés de moyens parce que, est-ce que vous savez que l'Institut de l'aide sociale, c'est un organisme technique que l'État a institué, ce qui est sur la protection de l'enfance, qui est attaché au ministère de l'Affaires sociales, mais si vous allez à l'Institut de l'aide sociale, ça va être difficile. Parce qu'il y a des soucis moyens qui posent, des problèmes d'autres financiers qui posent qui sont très graves, même pour institutions, pour personnel logistique, genre leur travail, les conditions sont particulièrement difficiles. Parfois, ce sont les ONG qui viennent à la rescousse de l'institution paquetale. Donc je pense qu'il y a un déficit institutionnel assez grave. Et nous pas qu'à la guerre à venir, pays, dans les ONG, particulièrement les ONG internationales, c'est pas normal. Est-ce qu'il y a, parlant de problème de moyens, est-ce qu'il n'y a pas de problème d'allocation, de mauvaise allocation de ressources? Est-ce que l'État a des moyens, mais peut-être si moi, pas en priorité pour l'État? Ça répond à l'autre inquiétude. À ma connaissance, je ne connais pas une politique haïtienne en matière de protection de l'enfance. C'est que nos politiques de l'enfance, voilà, nous dit que médecine nous, mais comment nous considérer nous, mais traitement de on nous fait des prospectives sur ça, mais ça nous souhaitait, donc je ne connais pas à ma connaissance. Bon, c'est dur. C'est vrai que nous avons pile carence en matière de formulation, d'évaluation, de politique publique en Haïti. Ouais. D'ailleurs, le concept même de politique publique, c'est assez nouveau dans le débat public haïtien. Et nous manquons un pile de ressources dans le domaine ça. Nous devons renforcer les capacités de ça, mais c'est dit. Professeur Delva, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier. Et je pense que nous passons un moment qui est assez intéressant, bien qu'on n'a pas pu tout épuiser. Les enfants en conflit avec la loi. Il y aura peut-être une web émission bis sur ça. Oui, les enfants en conflit avec la loi, effectivement. Peut-être dans notre occasion, la possibilité de nous creuser. Professeur Nora, sans doute, qui a regardé nous dit, ah, monsieur, on va dire rien sur les enfants en conflit avec la loi. Ah, mais c'est sûr que les enfants en conflit avec la loi. C'est sûr que nous allons retourner avec une web émission bis sur question ça. On aura le professeur Madame Jules Nora. On va pour ça, on nous invite d'abord. Comme ça, on pourra. Nous avons principe et nous d'accord sur le principe, d'accord, ok. Parce qu'il faut nous contacter formellement pour ça. Ce qu'il y a, c'est que nous remercions et nous remercions tout internaute qui t'a regardé. À la prochaine. Merci.